Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, Myanmar General, Motorola. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, Myanmar General, Motorola. Chopé, oh les deux, nous avons peur des vos révolutions. En République démocratique du Congo, ils sont des milliers à être les chevilles ouvrières d'une révolution en marche. Ils creusent pour trouver un minerai que le marché mondial s'arrache, le cobalt. À l'autre bout du monde, grâce à ce métal nécessaire aux batteries, l'industrie construit, assemble et commercialise les voitures électriques. Dans la course contre le changement climatique, le cobalt est une des clés pour rouler sans polluer. Mais à quel prix ? L'industrie automobile bascule dans une nouvelle ère. Volkswagen, Renault, BMW, Volvo, toutes les grandes marques sont en train de passer à l'électrique. Un avenir prometteur lorsqu'on sait qu'en Europe, les voitures à combustion et le transport routier sont responsables de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Also Volkswagen hat in Summe 1,2 Milliarden Euro hier in den Standort investiert. Und das galt insbesondere für die 6 super tollen Autos, die wir hier angelaufen lassen haben. Und dann wurde alles angefasst und jetzt sind wir 100% elektrisch hier unterwegs. Wir bauen 100% elektrische Autos hier. À partir de 2035, la vente de véhicules à combustion sera interdite au sein de l'Union européenne. Une décision qui affecte toute la chaîne de production du secteur. If you want to achieve the climate neutrality in 30 years, we need to use all the technologies which are available. We are now undisputed number one if it comes to investment into the battery sector. So we are super hot zone for investment into the batteries. It means that currently we have 70 projects ongoing. We have more than 120 billion euros of investment over the last 3 years, which is 3.5 times more than the money invested in China in the same sector, and that we are going to create a lot of jobs and, as I said, completely new industry. En Europe, la majorité des batteries reposent sur la technologie NMC, nickel manganèse cobalt, qui permettent aux véhicules de rouler environ 400 km sur une seule charge. En plus du lithium, de manganèse et de nickel, ces batteries contiennent environ 10 kg d'un métal stratégique, le cobalt. If you look at the average high capacity battery cell, the sort of thing used in Tesla or Volkswagen ID3, most of it is nickel. Nickel is what gives the battery its extremely high range. Cobalt's effectively the safety mechanism. So you put a little bit of cobalt in your battery, and that means that you won't have battery fires and your cells will remain stable under extreme duress. The vast majority of cobalt comes from the Democratic Republic of Congo. And that's essentially because there isn't really anywhere else in the world which has the same grades or mineralogy for cobalt as the Congo. There isn't really any other country in the world which can claim to have the same quality of deposits, quality of reserves. It's almost like the Saudi Arabia of cobalt. Congo has been blessed or cursed, depending on how one looks at it, with extraordinary geological mineral wealth.
And it's always been strategic, whether it was in the 19th century, rubber, or the middle of the 20th century, uranium, or more recently, the question of strategic critical minerals for the agenda that the international community has adopted, the consensus that we need to move to carbon neutral emissions in the world requires electric vehicles, it requires renewable energy, all of which require strategic minerals coming out of the Congo. First and foremost, one could say, would be cobalt. Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Nous sommes au cœur de la Copper Belt, la ceinture de cuivre qui court sous le Congo et la Zambie voisine. Un paysage sculpté par un siècle d'exploitation minière. C'est ici, dans la province du Lualaba et du Haut-Katanga, que se trouvent la plupart des gisements de cuivre et de cobalt. Des entreprises étrangères exploitent ces immenses richesses. Sur les 19 mines industrielles de cuivre et de cobalt, 15 sont détenues par des sociétés chinoises. Elles se partagent cette manne avec le géant suisse Glencore, qui détient 2 des mines les plus productives au monde, ou encore avec la société Eurasian Resource Group. Cobalt is transported normally by truck down to South Africa. It's loaded on ships in Durban, and then it's shipped from Durban to China, where it's processed into battery chemicals, and from there it ends up in the wider supply chain. Right now, global demand for cobalt is in the region of 140,000 tons, 150 maybe, but we're expecting that to rise to 250 in the next 5 years. You know, there's a lot of new demand which is going to come onto the market, and we're going to need to find supply for it. Le cobalt peut aller au-delà de 70 000 $ la tonne sur le marché mondial. Minerai qui coexiste dans les gisements de cuivre, il a aiguisé l'appétit des sociétés minières depuis l'explosion du marché des batteries il y a 10 ans. Celles-ci ne cessent de grignoter des terres, aux grandes dames des habitants, dont la plupart vivent avec moins de 2 $ par jour. Nous, les populations qui vivons à côté de l'exploitation minière, je crois que vous avez circulé la ville de Kolwezi, vous avez vu qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de routes. Et les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Et ceux qui ont accès à l'eau, ce n'est pas l'eau potable, c'est de l'eau où on déverse les acides. Et même la nature a fait que certains villages ont leur cours d'eau, mais ce sont des cours d'eau déjà pollués. Donc l'activité minière est en train plutôt d'appauvrir la population plutôt que d'améliorer les conditions de vie des populations. Donatien Kambola est avocat et défenseur des droits humains. Il enquête sans relâche sur les impacts de l'explosion du marché des batteries sur la population. Là, ce sont les installations de la Sicomine, mais vous voyez déjà l'impact parce que de l'autre côté, vous voyez les engins, ce sont les camions qui sont en train de décharger, je les appelle les déchets parce que ce sont les stériles de la mine. Ainsi, ils constituent les montagnes. Il y a 5 ans, ces montagnes-là n'existaient pas. Et pendant la saison sèche comme ça, c'est-à-dire c'est de la poussière qui va quitter ces rejets-là vers de ces côtés. Et quand vous regardez les plantes qui sont autour de nous, c'est vraiment une couche de poussière, une certaine couche de poussière. Ouais. Dans cette zone ici, les gens ne cultivent presque plus. Est-ce que vous pensez que ça doit être lié aux poussières qui sont émises à partir des remblais qui sont là? Il y a la poussière, mais il y a aussi l'eau, la qualité de l'eau de la rivière en face de nous. Il y a là que tout, est-ce qu'il y a quoi tout, là que tout, mais il y a si de tout. Il y a la biche tout bien courir vite. Il y a la biche tout quoi la biche loin. Ça mioko, il n'a pas ma. Il a fait déjà 3 ans. 3 ans mais hakuna kitu. Hakuna kitu. Tunaweza kuona kama unatoa ukitosha kama kuko nani. Hiyo kidogo hii. 3 ans. 3 ans. Ipesha kwa ya mnene. Sasa Mungu naishi je? Kama mioko Mungu narima ni unaletea. Sasa tuko naishi tunakata hii fed de manioc. Tulipeleka kwa soko.
ndio tunauza tena chakula ingine ndio tunakula sio. Est-ce que Sikomina anayo mambo? Anayuaka. Maya anaanza kutuma maya shiriti tena maya. Anaanza kuleta tu pole mama tena shimwangake siku naisha bila shanjelo. Bakufelo. Mena mnalomba nini kusikomini? Si hatuna cha kusema, bako kusema Sikomini ndio napasi kwanza asema wale bantu wako naishi je wale pamoja pale. Na mnaleta mwenye si wale bantu wako naishi tu je. Chini population aleta. Mie mnaniwa niko dona niko nesha kwa wako kuyenge. Hata kama mnanikatala sema monake clear. Mitapenda kusema hivi. Depuis turanza kwa kuyenge kule tunendaka tuikalake hapana. Je kwa ba chef bale banakuya banakuaka Kolwezi banonaka ke tunawapeleka kwa mabiro mbalimbali. Muima shiku dossier turilamusha iko mikono ya conseiller wa gouverneur. Sinon njo pale mimi naishia tutendelea kuitana ku telefone na chefu. Quand une exploitation minière commence, ça signifie que les gens vont perdre leurs espaces pour les champs, il y a les villages qui vont être pollués, il y a un autre mode de vie qui va commencer par rapport à leur mode de vie habituel. Les gens qui allaient en brousse pour chercher un peu de chenilles, des insectes, ils ne vont plus les avoir parce que les insectes vont fuir. Les gens qui allaient pêcher dans une rivière, ils ne vont plus y aller parce qu'il suffit que l'eau de la rivière soit en contact avec les déchets miniers pour que les poissons, s'ils ne fuient pas, les poissons carrément disparaissent de la rivière. Et ce genre de conséquences devraient être compensées par une politique clair de la responsabilité sociétale dans le cadre de l'activité minière. Mais là-dessus, je crois que je l'ai déjà dit sans me répéter, que c'est là que l'État congolais est absent, c'est là que les entreprises minières, y compris les consommateurs finaux du cobalt, n'ont pas assez d'attention. Les mines industrielles du Lualaba et du Haut-Katanga produisent 80% du cobalt congolais. Les 20% restants proviennent des mines artisanales. Sous les bâches oranges, des creuseurs travaillent au fond des puits et de tunnels de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donatien Bila est l'un de ces creuseurs artisanaux. Comme lui, ils sont 150 000 dans la région, venus des 4 coins du pays pour fuir la misère et arracher leur part du gâteau minier. Vie compliqué ngana kin na boulot na bando sala bengani ngana musala leo ba bengani ngana musala nde famille réclamenga koto balibite oko souffrir kuna te na bando futela bandaku ko moyen na futela bandaku ana sale kufi nde famille bisinga ke yaka na Kolwezi cobalt ezari ba minerais ezali oko se retrouver ndenge na ye awa na se retrouver na za creuseur na Kamilombe de première fois na nga agrésage. Oui, tu peux prendre quelque chose, tu le montres avec le doigt. Voyons, c'est ça. Les artisanal eza kokoti na libulu zokata na barre de mine après kokata tobimi basalizer bazali bakokita bazozwa basak bamatisa yango likolo na peut-être sozo comprendre biso tokata tochina basak toetali yango etikali tomati basalizer baye bazwi sak moko bamatisa yango likolo après toke na mai sokoli yango epa ba mama tofuti bato ya mai tofuti basalizer et après toke na maison toteki nabandaki kobanga mposa ata na kufa
Bala liboso wana seki na tremble baseka kinga mabe. Seka kinga mabe. Bala liboso wana baseka kinga mabe baseki ngai na tremble. Ti nazo tremble boye mais tellement souffrance na kotikaka. Te maka mwa bali pona kitaka e bandeli wana azolenga. Des creuseurs meurent dans des éboulements et des inondations de galeries. Mais des milliers de familles dépendent des miettes de cobalt que l'État et l'industrie leur permettent d'exploiter sur des terres qui leur appartiennent. Un moyen d'acheter la paix sociale. Depuis 20 ans, le gouvernement tente d'organiser ce secteur en zone d'exploitation légale. La loi les oblige désormais à rejoindre des coopératives. Mais ces structures sont en fait très hiérarchisées et les creuseurs n'ont pas de part ni de voix au chapitre quand il s'agit de la gestion de leurs mines. Artisanal mining is a really important thing to track because it's probably the only source of swing supply in the cobalt market. It's the only source of cobalt supply which can go up or down depending on prices. The vast majority of cobalt mined today is either a byproduct of copper or a byproduct of nickel. And if you own a massive copper cobalt mine, for example, the vast majority of your money is made on the copper. So if the price of cobalt suddenly shoots up, you're not going to increase your production rate because you care only about the copper. It's great that the price of cobalt's going up and it increases your cobalt value, but you're not going to increase supply to meet that additional demand. You can't because it's a byproduct. The one exception to that, more or less, is artisanal mining. Ça c'est des vrais cobalt. La production ya libulu na ngai ceux qui tosali tongo tipo quoi tozosala 350 colis. 350. Sac avec le vrai balance. Les sacs ça pèse 20 kilos avec les Chinois et vont casser. Ils vont tricher les balances pour mettre 10 kilos, de 20 à 10. Mais normalement c'est 20 kilos. Metorex aina bien parce que okokende pas mutu mususu utakuta metotener ingine il est le même produit comme ça ana foko bengana bango parce que bango bazobimisa balance tener bien te produit bazozo wango ya kozweza comme ya bango na makasi na bango mena jibebe bazozo bango moko ezanet azofutelo transport ya zui akei yo qui osole le salim salé belé pour ne pas se retrouver. Dans les comptoirs d'achat, les creuseurs vendent principalement à des acheteurs chinois, des entrepreneurs indépendants qui se sont rués vers le Congo. Ils effectuent une première transformation du minerai avant de l'exporter vers les fonderies. Attache comment il y a ifanya zéro non hein si ba toucher va prélever ou bien vieux va rechantonner le produit il y a touché à zéro non hein il ifanya zéro non il ifanya zéro non il a fait zéro non il produit wacho combien des années nous vous en avez André tous se retrouver kati angara ile ka journée tuminga combien de jours pika tu machine abana pa moya we pika wewe kumuntu mkubwa mambo tu ya mkini chitengi papa moya tu machine boy tu le papa moya machine wanafanya ye tala nan libulu dépense oyo sali en tant que chef d'équipe vous savez combien de dépenses vous osala ba dépenses belé oh dépenses à salitaire ça dépense ya masaka mai tout c'est ba dépense nyonso après na souka ozo se retrouver avec les Chinois attends hein il est bien tutabeba tunapopola
Kama tunapopola hivi, ona hivi. Unaona hivi inaonekana hii noir. Deja tunaiwa sema humu mko cobalt. Sio wakati nimetoka na kama telefoni hatuyue. Tunasikia mpaka vile. This was my first trip to Kolwezi. What struck me most was just how the whole city was built around the mining industry. Around and on top of these minerals. And just this very, very, very strong feeling that the people living there should be benefiting from this extraordinary wealth, which is generating prosperity for Chinese companies, European companies, American companies, but they're suffering. They're not the ones benefiting from this. This particularly came home in some parts of the city where homes are being demolished to make way for the expansion of industrial mines. It comes home in the parts of the city where people are digging down into the basements of their houses or underground to access the cobalt or the copper. It's extremely dysfunctional. Amnesty International has had a program on corporate accountability and the role that companies play in human rights abuses around the world for about 15 years now. And we had done previous projects in the DRC looking at the mining industry, but primarily focused on the big industrial mines. Reading about this, doing some basic research about this revealed to me and obviously it's not a secret for anyone in the DRC, but that the artisanal mining sector was becoming increasingly large, particularly when it came to cobalt. The creuseurs, the diggers, were risking their lives and their health to dig this metal out. They were also not receiving, probably very few were receiving a fair price for their labor. They were being exploited financially. We found that children as young as 7 or 8 were also involved in this industry. No family wants their children to work. No child, no 7-year-old wants to be spending all day entering illegally into the compound and spend all day picking up stones from the ground at risk of being beaten or robbed. No one wants to do that. They're doing that because they're forced by the circumstances. That's how they eat that day. That's how they're able to afford, a small amount for school fees. The main findings of the report were that as much as 20% of the world's cobalt was coming from artisanal mines in the DRC. We wanted to know where this cobalt went. Who was buying this? Which companies, which tech companies, the mobile phone manufacturers and the laptop manufacturers were using this cobalt in their batteries? And what were they doing to understand this supply chain and understand these conditions? The response we got to this report, drawing the links to, child labor, artisanal mining, the cobalt industry, linking these mines to these famous brands, had a massive media pickup,
much more than we were expecting. No company, car manufacturer, or other end consumer of cobalt wants to be labeled as benefiting from child labor. It's terrible publicity. It hurts share value. It is wrong, and consumers don't like it. So it's bad for business. Even if you are ethically atrophied and don't care about that, if you're only self-interested, you should still be against it because it's bad for business. I remember when the world really started paying attention to artisanal mining. It was in 2016 with the publication of the Amnesty reports. And we had clients who would get in touch with us and they would say, we want non-DRC cobalts. We don't want to source any of our cobalt from the DRC. Le travail des enfants n'est pas le seul problème des constructeurs automobiles. Leur passage à l'électrique leur a fait découvrir leur immense dépendance au cobalt congolais et aux cellules de batterie qui le contiennent, essentiellement fabriquées en Asie. Pour développer une filière batterie, l'Europe met alors en place en 2017 un grand projet industriel. If you want to make sure that Europe will also in the future produce the best, but also this time most sustainable cars, you cannot simply do it if you import a battery from somewhere else without that traceability, without respecting all the standards, without making sure that the carbon footprint is low as possible. And therefore we started with the European Battery Alliance, and therefore we are doing this, I would say, fantastic catching up with China. So it was a bit of a late start because we didn't simply in the car industry perceived 3-4 years ago that electromobility will be here so soon now, but it's totally different story right now. This is actually not only good for Europe and good for tackling the climate change, but there are very clear benefits for the local communities in the form of new jobs, new investment possibilities, and clear commitment that everything has to be done 100% sustainable. L'Europe n'assurait que 3% de la production mondiale de batteries. Pour rattraper son retard, elle prévoit de construire une trentaine de giga-usines d'ici 2035 et ainsi produire 25% de l'offre mondiale. En Suède, des hectares de forêt ont laissé place à cette nouvelle technologie. Le Suédois Northvolt installe une giga-usine, première du genre pour un groupe européen qui ambitionne de concurrencer les producteurs asiatiques. Northvolt was founded almost 5 years ago by Peter Carlson, a Swedish guy, and Paolo Cirutti, an Italian guy. They found each other working for Tesla. Being European, both of them, they then obviously start to look towards Europe, which is a part of the world where we have 20-something million vehicles produced every year. We have 13-14 million people working in this industry. And if you believe the hypothesis that all of these cars that we produce are going to go electric, not having batteries produced at scale is always going to be a critical thing for Europe. And that was sort of the premise for how the idea of Northvolt came about. So they moved back to Europe and started Northvolt towards late 2016. As a company, we brought in more than $6.5 billion of investments. We've been fortunate to have a lot of the well-established car manufacturers on board from an early stage. BMW was perhaps the first one in 2018. Volkswagen is a big both customer and investor in Northvolt. And most recently, we announced a joint venture together with Volvo Cars with the aim to build another one of these gigafactories. En quête de souveraineté, l'Europe encourage la multiplication des projets miniers afin d'alimenter les nouvelles usines de batteries. Pour le cobalt, c'est en Suède, en Norvège et surtout en Finlande que des réserves ont été identifiées. 2 mines de nickel et de cobalt sont actuellement actives dans ce pays. 7 autres projets sont en développement. Vantant ces dizaines de gisements de minerais pour batteries, la Finlande a ouvert d'immenses portions de cette terre à l'exploration minière. We have just started mine development process in Kuusamo. That area has been
thoroughly investigated by a former state company and then another company after that since early 90s. So there's a lot of material that has been drilled from that area, and we have also done some drilling. It's promising. At this moment, the current deposit would do a good, profitable mine. The International Energy Association estimates that we need about 20 times more cobalt to the world market that we have now. No, Finland cannot and will not provide that all. We can provide some of that part, but it's very important for example, a car manufacturer to have possibilities. The traceability is going to be the European answer to the China-dominated production when it comes to cobalt. La Finlande est le seul membre de l'Union européenne dont le sol contient tous les minerais nécessaires à la fabrication de batteries. À 300 km du cercle polaire, la société Terrafame a relancé la production de l'ancienne mine de Sotkamo, fermée en 2012 après une fuite d'eau toxique dans les lacs et les rivières de la région. C'est l'État finlandais qui pilote Terrafame aux côtés de Trafigura, un trader de matières premières condamné pour pollution en Afrique. La société finlandaise fournit par ailleurs Renault en nickel pour les batteries de ses véhicules électriques. Many people in Europe have absolutely wrong view on the mining activities. People still see, the miners with headlights and physical kind of working, risky working. But of course, the modern mining this is not the picture. What we produce here in Terrafame is the battery chemicals. So it's a nickel sulfate and cobalt sulfate that we produce from the raw materials that we mine ourselves. So we have a mining, bioleaching, and then we produce further into the battery chemicals. If you look at cobalt, the production capacity is 7,400 tons battery-grade cobalt sulfate, again for battery application, and which is roughly for 300,000 electrical vehicles per annum. The contract with Renault, so it covers almost 1/3 of our production capacity. But what is the main thing from our perspective is that now we jointly with Renault are building a supply chain from all the way from mining activities to battery chemicals, cathode materials, battery cells to the car manufacturing that is sustainable. And so we have of course, being in European Union, we have of course a lot of focus that environmental matters are in taken care in a proper manner. Human rights, labor rights are in a good order. La Commission européenne prévoit, elle, d'avoir au moins 30 millions de véhicules électriques sur ses routes d'ici à 2030. Rien que pour le cobalt, il faudrait 10 projets comme Terrafame pour y parvenir. I think the boom in exploration in Europe is certainly a reflection of the higher prices that we have now. They are going to run into the issues of the quality of the reserves. You know, I've seen mining projects which have boasted about having 0.08% cobalt in their ore grade. In the Congo, some cobalt reserves can be as high as like 3 or 4% cobalt. You know, for artisanal sources, certainly. In the Congo, some artisanal mine sites have such high cobalt that you can sort of pick up a rock and it has sort of a slight blue-green tint, and you can tell it contains like 10% cobalt. You're not going to get that anywhere in Europe. Coût d'exploitation élevé, teneur faible, l'Europe ne sera jamais un Eldorado du cobalt. Il y a un secteur où elle peut en revanche peser. Le recyclage.
Il pourrait fournir jusqu'à 10% du cobalt mondial d'ici 10 ans. La société Umicore, née de l'ancienne Union minière belge, est pionnière sur ce marché. Elle affirme pouvoir recycler à terme la quasi-totalité du cobalt des batteries. We started with battery recycling, with recycling of mobile phone batteries, but knowing that electric vehicles would be just a matter of time. Because indeed the circularity, the complementarity of mining on the one hand, which you still need today, but it would be a waste to not recycle products like cobalt and be less dependent on mining, for example. Yeah, well, recycling is a hugely important market to investigate for battery metals because they're endlessly recyclable. It becomes a huge source of supply within your within your supply forecast, especially in the long term. When we build 10-year, 20-year forecasts for cobalt and nickel and lithium, it becomes extremely important to understand the circularity of those supply chains. Firstly, because obviously it's a huge amount of material that's going to be coming back into the supply chain. But secondly, because it changes where the supply comes from. Dès 2035, les batteries de toutes les voitures électriques en vente dans l'Union européenne devraient contenir au moins 20% de cobalt recyclé. Volkswagen a lancé une usine spécialement dédiée, tandis que les futurs poids lourds européens de la production de batteries comme Verkor en France ou Northvolt en Suède ont intégré cette donne dès le lancement de leur giga-usine. These raw materials that we need for battery metals, they are recyclable by nature, and you can recycle them over and over again. So it's really about mining them once and then using them forever. And that is the fundamental difference in this change here. And obviously, given at the speed we're growing this market currently, it's going to take a few decades. It's going to take a while to get to a point where you have a set market, you know, one car in, one car out type of market. But once you get there, you could obviously have a very circular feed of raw materials. So in 10 years, for example, the first generation of electric vehicles in Europe comes off the road and everyone starts scrapping them and buying new vehicles. That cobalt those batteries will be recycled in Europe and they'll be fed into the European supply chain, which means that over time, because of that recycling loop, countries and regions will have a reduced dependence on African minerals. À la suite du rapport d'Amnesty International de 2016, les acteurs du secteur minier ont été contraints d'assainir leur chaîne d'approvisionnement. Lors d'un forum spécial à Kolwezi en 2019, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a réuni les entreprises minières pour les aider à mieux tracer leur cobalt. Sa solution, le devoir de diligence raisonnable. We represent the largest companies in the world that have a common vision to ensure that the minerals and metal sourcing is responsible and contributes positively to social and economic development globally. Due diligence is a process whereby companies are supposed to map their supply chains or other business relationships and operations and identify in what ways those business relationships or supply chains might be linked to human rights abuses. And if that means going all the way to the point of extraction, then so be it. And the fact that we and others have exposed, a range of human rights abuses at the mines means that they absolutely should go back and map and understand that risk. Due diligence also involves mitigating those risks. So it's not just a question of understanding what's going on, but also mitigating them, because it's a means to an end, and the end is preventing human rights abuses. Pour savoir d'où vient leur cobalt et dans quelles conditions il est extrait, les entreprises s'offrent le service de sociétés spécialisées. RCS Global en est une. Elle audite des mines industrielles
et tente d'établir des programmes de diligence raisonnables dans quelques mines artisanales. For decades, there have been a lot of conversations around how to improve artisanal mining. Not much has actually been achieved in that regard, right? Now, in reality, though, child labor is not the only risk, like I said. The most prevalent risk on ASM sites, so on artisanal and small-scale mining sites, by far is working conditions. At the moment, we're at 8 cobalt ASM sites. That is the target to scale to 12 by the end of next year. You're absolutely right to say that it isn't every artisanal and small-scale mine site, of course, in the Congo. The reason for that is that you have around about 2 million artisanal miners in the country. If I look at the overall program in the DRC, there's around about 33,000 miners that are actually under monitoring from the Better Mining program. If you take all the miners from all the different mine sites into consideration, right? You drive incremental improvement. You cannot in any way improve every single site at the same speed, at the same time. Un des 8 sites miniers de RCS Global coche toutes les cases de la diligence raisonnable. C'est la mine pilote de Kasulu, en plein centre-ville de Kolwezi. En 2014, Kasulu est un quartier où un habitant découvre un filon de cobalt. 15 000 creuseurs s'y précipitent. Alors, pour éviter au quartier de s'effondrer, le gouvernement provincial exproprie les habitants, sécurise le site et le clôture pour empêcher les enfants d'entrer. Il cède l'exploitation du site à l'entreprise Wayu Cobalt, qui finance en contrepartie la délocalisation des Kolweziens. La société chinoise laisse alors des coopératives de creuseurs artisanaux faire l'extraction, puis leur achète ensuite leur production. Elle demande à RCS Global d'effectuer la diligence raisonnable sur le site. Une bonne manière pour Wayu Cobalt de redorer son blason. La société avait en effet été épinglée par Amnesty pour avoir acheté du cobalt issu du travail des enfants. À Kasulu, les creuseurs ne risquent plus leur vie désormais, mais restent à la merci de leurs acheteurs chinois qui fixent le prix d'achat de leurs biens. Moi dépensé à makuta ngapi juu ya kuweka pesa 350 400 000 donc kimoya hivi kimoya kukipika hivi kisegedi kimoya tupike tushuke chini hivi tunadepensera pra 200 000 francs jo tunadepensera tunapokola tunauza bien mabash manini pour que ne bishuke chini mpaka kabinengera B3. Donc déjà ni 400 et quelques 500 000 njo munatilize kina shuka. Coopérative yana miapuyaka na makutanga. Coopérative akukalake kintu ni mfunani bo ni mayaji paka vile beko mukirima. Mwazake muna apatia kuganye kule tunaganye bo ni kuishi tu kwa bukari na ukurie ko tu na utembe ko muntu akona saa shikalake uchafu ashibake ashikalake mwiji njo tunatumikia au sino asese kaji abia tukupatia ama tumu avantage la shitu tuna udezo na fabo ma ufa projet akintu biku nguvu donc ile amwa ufanye ekonomia nguvu sana njo uishi tena. Dans ce nouveau marché de la diligence raisonnable, des entreprises comme RCS Global ont acquis un pouvoir énorme. Mais comment, face à des mines artisanales en mouvement perpétuel et à une chaîne d'approvisionnement complexe, assurer une véritable traçabilité? Wie ich schon gesagt habe, kauft der Volkswagen-Konzern ja selbst kein Kobalt aktuell ein, sondern wir bekommen das Material über die Lieferketten unserer Zelllieferanten. Und hier identifizieren wir eben über Audits und über Mapping-Audits mit einem unabhängigen Dienstleister die Lieferkette bis hinein in den Kongo. Und es ist aktuell eben so, dass wir diese Audits ja nur einmal im Jahr durchführen können und deswegen nie eine 100%ige Sicherheit haben, ob nicht doch zum Beispiel Kleinbergbaumaterial bei uns in den Lieferketten landet. Wenn wir das identifizieren, handeln wir sofort und fordern die Lieferanten auf, diese Quellen nicht mehr zu akzeptieren. Die Kobalt-Lieferkette für uns, wenn wir die Batteriezellen kaufen, ist sehr intransparent, weil wir eben viele Lieferkettenschritte entfernt sind vom Bergbau direkt und die Lieferketten-Zwischenpartner oft zum Beispiel in China sitzen, wo wir nicht genau wissen, wie auch unter den Lieferanten gehandelt wird.
Und man sich natürlich auch vorstellen muss, dass eine Lieferkette ist nichts Statisches, sondern Unternehmen ändern natürlich auch ihre Lieferanten und Sublieferanten, was wir ja auch wollen, um vielleicht die besten Preise zum Beispiel zu erzielen. Und deswegen ist das relativ undurchsichtig, weil es einfach so viele Lieferkettenpartner gibt. Und gleichzeitig ändert sich das ständig, wodurch auch die Dunkelheit sozusagen bleibt. China is essentially a black box in a lot of ways. You can see raw materials going into China and you can track what comes out of China, but actually understanding the framework of who buys and sells what inside of China is extremely challenging. That's especially true for cobalt as well, because you could have very, very good quality industrial cobalt, which is genuine, sort of non-artisanal, traceable. But if it's sold to a refinery in China, which is also purchasing other sources of cobalt, it's very difficult to separate all of those. You have to, if you've signed an agreement with a Chinese refinery, you basically have to take it on faith that they're going to keep those streams separate, and that's a very difficult thing to do. There are different ways in which the downstream companies try to dodge their responsibility. One of those is to hire consultants, expensive consultants, who basically conduct the due diligence themselves, do the reporting, and they're almost at arm's length from the company itself. The other thing that companies do is join industry schemes. So they join up with all the other companies in their sector, and they create a body which does the due diligence for them, or promotes a set of standards which they all sign up to. And then it's just a paper exercise. They can all say, yes, we agree with these standards, we've signed up to these standards. But it doesn't necessarily lead to the change we want to see on the ground. And that's why there is a role for organizations like Amnesty International, but particularly a role for organizations like Donaz in Kolwezi, because you need the voices and the expertise of lawyers and activists and scientists and community members themselves and miners in the DRC understanding what's going on and exposing what's going on, because we've got to see that change there. It's no good just having a fancy report on a website. Le travail des enfants a accaparé l'attention, à juste titre. Il en reste encore des milliers sur les sites artisanaux du Lualaba. Mais de nombreuses ONG estiment que ce phénomène a occulté d'autres problèmes, provoqués par les mines industrielles, que le devoir de diligence peine à contrecarrer. Les déplacements forcés de population sans compensation correcte, la pollution et enfin la corruption. Les entreprises qui sont les dominants dans le secteur automobile ont quand même quelque part une réticence à aborder cette thématique. À titre d'exemple, on a eu des forums où nous abordons justement cette question d'approvisionnement responsable en minerais, organisée par l'organisation, par l'OCDE. Quand on veut organiser un panel pour aborder la thématique de la corruption, on ne trouve aucun représentant du secteur automobile qui a envie de s'asseoir à côté de moi pour représenter le point de vue du secteur. Donc on voit qu'il y a cette réticence, quelque part ce tabou, de mettre cette question-là sur la table, parce qu'on sait que c'est un problème qui en fait touche une énorme partie de la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Le pillage des ressources minières congolaises ne date pas d'hier. Durant plus de 60 ans, la Belgique coloniale en a tiré une richesse immense. Après l'indépendance du Congo en 1960, une nouvelle forme de prédation s'installe. Le dictateur Mobutu et ses proches ont puisé des milliards dans les coffres de la Gécamine, l'entreprise minière d'État. Lorsque Laurent Désiré Kabila renverse Mobutu en 1997, le pays en faillite replonge dans la guerre. Après son assassinat, c'est son fils, Joseph Kabila, qui lui succède. Il rétablit la paix et relance le secteur minier pour remplir les caisses de l'État. Mais la Gécamine est en ruine. En 2002,
on a constaté tous que la Gécamine était tombée en faillite, comme d'ailleurs l'État congolais était tombé aussi en faillite, sur les plans économiques et sur d'autres plans. Et la Banque mondiale a initié ou a conseillé à l'État congolais de faire des réformes parce qu'on a dit, vous avez les minéraux, mais vous n'avez pas les moyens de rendre les secteurs fiables. Il faut vous ouvrir aux multinationales. Ce qui était une bonne pratique pour nous parce que ça permettait quand même d'une manière à l'État congolais d'être présent dans l'activité minière, mais aussi de tirer des dividendes dans des projets miniers. Les opérateurs miniers qui sont venus, donc les multinationales qui sont venus au Congo, c'est Glencore, c'est First Quantum, c'est tous les grands qui sont venus ici. Ils ne sont pas venus pour le développement des populations. Ils sont venus pour faire les affaires. Alors, pour comprendre le secteur du cobalt aujourd'hui, il faut remonter en arrière, il faut regarder comment les entreprises qui sont là aujourd'hui, comment elles ont acquis les concessions minières, notamment les concessions de cobalt. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un rôle vraiment déterminant, crucial, d'un homme d'affaires israélien qui s'appelle Dan Gertler, qui en fait a joué un peu le rôle d'intermédiaire entre les multinationales qui cherchaient ces concessions riches en cuivre et en cobalt, d'une part, et de l'autre côté, les politiciens congolais qui avaient quelque part le pouvoir de décision sur l'octroi de ces concessions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup de cas ? La multinationale qui arrive, ça peut être Glencore, ça peut être le groupe Kazakh Eurasian Resource Group, ils veulent obtenir ces concessions. Ces concessions appartiennent à l'entreprise de l'État, la Gécamine, mais plutôt que de faire un contrat direct avec l'entreprise de l'État, et plutôt que de faire, par exemple, un appel d'offres qui permettrait de sélectionner le meilleur investisseur et d'obtenir le meilleur contrat, qu'est-ce qui s'est passé ? L'entreprise de l'État a plutôt fait des contrats, ce qu'on appelle de gré à gré, donc des contrats directement avec cet homme d'affaires israélien très connecté à Joseph Kabila, très proche à l'ex-président de la RDC, et a vendu ses concessions à très bas prix. Dès sa prise de pouvoir en 2001, Joseph Kabila fait de Dan Gertler son homme de confiance. Arrivé au Congo avec de l'argent frais, à un moment où le pays en manquait cruellement, Gertler devient le sésame des entreprises occidentales pour accéder à Kabila. En 2007, le leader mondial de négoce de matières premières Glencore fait appel à lui afin d'acquérir les meilleurs gisements. Ils deviennent coactionnaires de Mutanda Mining, la plus grande mine de cobalt du monde. Glencore va aussi avancer des millions de dollars à Gertler en échange de son intervention auprès de Kinshasa pour un autre contrat minier. Une fois révélée dans la presse, cette transaction attire l'attention des autorités américaines. Elle soupçonne l'homme d'affaires d'avoir corrompu le régime Kabila dans de nombreux projets, dont certains impliquent même un fonds d'investissement américain. Au total, les ONG estiment que l'État congolais aurait perdu plus de 1 milliard de dollars dans ces transactions. Les ennuis commencent alors pour Gertler. And so, as a result of this, he was placed under the sanctions, and other actors were also placed, certain high officers of the Kabila regime, and others as well. But certainly he is the largest was the largest target in terms of value of the assets he controlled. Pour revenir dans le jeu congolais, les États-Unis visent Dan Gertler afin de pousser Kabila vers la sortie. Ils poursuivent également Glencore, qui fait aussi l'objet d'une enquête au Royaume-Uni et en Suisse. En 2022, Glencore a annoncé provisionner 1,5 milliard de dollars pour régler ses affaires avec la justice. Comment se positionnent alors des industriels comme Umicore qui s'approvisionnent en cobalt auprès du géant suisse? If there is a conviction, we would need to assess what is happening. We will do our own assessment as well. If a judge finds that a party is guilty, we will look into it and then make our decision, of course. Yeah, based on the legal outcome. Pour nous, c'est assez décevant parce que c'est comme si vous dites une entreprise qui exploite le minerai ou qui achète du minerai artisanal qui a été fait avec le travail d'enfants sur le site, que vous dites oui, mais en fait l'entreprise n'a pas été condamnée pour avoir utilisé des enfants et donc il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu dans cette situation que pour le travail d'enfants dans les mines, on n'utiliserait jamais cet argument, ils n'ont pas été condamnés et donc il n'y a pas de problème. Apparemment pour la corruption, tant qu'on n'est pas condamné, il n'y a pas de problème.
It is clear to us that corruption is not a victimless crime. And so often that's how it's portrayed. It is money passing hands between middlemen and corrupt elite officials. But of course, at the end of that chain are frequently ordinary citizens who suffer quite dramatically as a result of the corruption. And the corruption around the metal coal mine was no exception. La mine de Métalcol est constituée par des rejets miniers de Kolwezi entassés sur des kilomètres lors de l'exploitation coloniale belge. Ils sont en fait un des sites les plus juteux de la Copper Belt. Au début des années 2000, la société canadienne First Quantum en obtient les droits d'exploitation. C'est l'affaire du siècle. Ces résidus contiendraient encore 300 000 tonnes de cobalt. Cela fait du cobalt pour une valeur de 20 milliards de dollars. Mais soudainement, le régime Kabila retire la licence minière à First Quantum. We now know from court documents and court records what happened. And what occurred is that the mining license had been stripped through the assistance of a company owned by Dan Gertler, who saw this as a very profitable mine. He held it for a short period of time and then flipped it to a large multinational mining company, then called Eurasian Natural Resources Corporation, today called Eurasian Resources Group, or ERG. And that company owns the mine today, but we know through court records it was a mine that was corrupted away by Dan Gertler, bribing Congolese officials, including Congolese judges, in order to obtain the mining permit. Et donc, du jour au lendemain, en fait, les employés qui étaient là, plusieurs centaines d'employés qui étaient là en train de construire ce site et construire, en fait, voilà, le nouveau centre de traitement des rejets de Kolwezi, tout à coup, ils perdent leur emploi. Le groupe kazakh Eurasian Resource Group, via sa filiale Métalcol, finit la construction de l'usine et exploite le site. Malgré les engagements de Métalcol, les 700 employés licenciés par First Quantum ne seront ni réembauchés ni indemnisés. Mais c'est du sable ici, Papa Jeannot. Ce n'est pas du sable, c'est le rejet. C'est le rejet des minéraux. Oui, oui, c'est du minerai. Oui, ça brille. Hein? Waouh. Ah oui. Ici, ça, c'est le désert. Oui, ça, ici, c'est le désert. Donc, maintenant, il part ici, Métalcol. Où est-ce que Métalcol tire les... Métalcol tire les rejets à partir de là. C'est une grande distance, non? Oui, oui. Ça va jusqu'à... Après les fumées que nous voyons, devant les fumées là-bas, c'est par là où Métalcol a commencé à récupérer les rejets. On va arriver jusqu'ici. Les projets comme le projet de Métalcol, c'est un projet qui n'est pas assez éthique pour nous. Voilà pourquoi nous avons voulu faire un recours judiciaire. C'est un appel à la conscience collective, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes, aux consommateurs finaux, aux ONG internationales, aux multinationales, de comprendre que on ne peut pas se contenter de consommer, d'exploiter, de consommer le cobalt sans regarder les trains de vie des populations qui participent à l'extraction de ces minéraux-là. J'espère qu'à travers cette cause, à travers cet engagement, nous aurons sensibilisé tous les autres parties prenantes sur les vrais problèmes qui gangrènent les secteurs du cuivre et du cobalt, plutôt que de se focaliser sur la question de l'enfant dans les mines. Je nie pas que c'est un problème, mais ce n'est pas le plus grand problème du secteur. Hapa chez vous tribunal. Munachunga nini? Arranger le dossier. Sasa ni watatukumbuka ile makosa yetu ya. Arranger ni kusema nini? Kutengenesha. Kutengeneza ndio seni. Ni namna yako hii kutengeneza seni. Unatafuta nini? Mimi natafuta makuta yangu ile barikataka ku dossier yangu. Ile makuta barikatalaka chimi jinga ule baturipe makuta yetu diku wanaanza kutulipa na 600 francs. Ile 600,000 wanaanza kutukabri. Eske ndio wanalipaka pension ya mtu. Kajiranzo nileta makuta kuripia kwa batoto ku masomo, mi mwenyewe hospitali, mi shina na hospitali. Seke ni mangaiko ya nguvu. Iraanza kunisaidia ako na kupeleka ko dimu kumisa. Mi nashindwa na kupeleka dimu.
tapata kazi wapi? Mi sina. Lakini banako kutusimamisha na kutuacha mumpepo sa bantu bamoya abakupitaki hata kuile kazi. Imeacha mumpepo ndio useni. Banetuacha mumpepo, c'est-à-dire banetuona bule. Maintenant ile tuko na chunga hapa sasa ni hii procès iko ku tribunal. Hii procès ndio tuko na chunga, twende nayo tufike nayo kumwisho juu entreprise reconnaître ile défaut litufanya itupatie fedha. Moi je sais que ce qu'on est en train de produire là-bas, ça donne quelque chose pour s'enrichir. Mais nous qui avons construit cette usine-là, nous sommes des pauvres. C'est malheureux vraiment. Il faut cultiver les champs avec tes enfants. Et le moment de récolter, vous prenez les enfants des voisins et vous privez vos propres enfants. C'est ce qu'il y a eu à cette époque-là quand on travaillait. On avait accès aux soins médicaux. On gagnait les salaires pour payer, pour scolariser les enfants. Mais d'un coup, là, quand il y a eu arrêt des travaux, et ma fille a souffert. Quand elle a souffert, alors j'ai fait par tous les moyens pour aller à l'hôpital, là où on se soignait. Là. On a refusé. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Alors en cours de route, elle a succombé. Et les garçons, même après une année. La fille, elle est là. Elle s'appelait Marthe. Oui. Elle était souffrante de la malaria. Il est là. Il s'appelait René. Oui. Donc lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui, auparavant, c'était la malaria et la fièvre jaune. La fièvre jaune. Il est décédé aussi. Il avait 8 ans. Nous avons peur de vos batteries. Bienvenue effectivement dans notre programme de la radio-télévision Manica. On va parler écosystème. Quel impact de l'extraction minière sur la population environnante. Et donc, on a reçu le professeur Banza, toxicologue et professeur à l'Université de Lubumbashi. Professeur, dites-nous d'abord à quoi consistait votre mission ici à Kolwezi. Nous avons commencé au départ par l'évaluation du niveau de contamination des écosystèmes des populations, c'est-à-dire quels sont les niveaux de contamination des cours d'eau, les niveaux de contamination des poissons qui sont consommés justement, qui sont dans les cours d'eau qui sont contaminés et qui affectent aussi les consommateurs, les niveaux de contamination humaine à partir de la consommation des poissons, à partir de l'inhalation des poussières et à partir de la contamination de l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Le professeur Célestin Banza enquête depuis 15 ans aux côtés des ONG pour dénoncer l'impact environnemental et sanitaire de l'exploitation minière au Congo. Un domaine où les entreprises pollueuses appliquent une diligence raisonnable bien incomplète. Alors, c'est à partir d'ici que les acides ont coulé jusque là en bas, vers la rivière Lule. Et la rivière Lule se jette dans le fleuve Congo au niveau du village 7. Et les gens qui vivent là à côté, ils vont vous dire que la nuit, il y a l'odeur, ils sentent l'odeur de l'acide. Quelle est l'entreprise qui est à la base de ces désastres écologiques? C'est d'abord l'entreprise KCC qui appartient à Glencore. Comme vous pouvez voir, c'est pas loin. On voit les installations. Cette mousse ici, c'est la chaux. Quand ils voient que le bassin est plein, ils ouvrent cette canalisation. C'est ce qui cause le changement de la couleur d'eau, mais aussi de la mousse qui provient de la chaux qui sont en train de verser dans le bassin.
quand ils mettent pour diminuer l'acidité et maintenir le pH au-dessus de 7. Mais je ne pense pas qu'ils aient résolu le problème parce que les métaux toxiques, l'acide persiste. On voyait l'aspect de l'eau et même les sols, les bouts de sédimentation. Donc la couleur montre qu'il y a encore un problème très sérieux de pollution. Et donc le problème il est très très important. D'autant plus que cette rivière se déverse dans le fleuve Congo. C'est l'un des fleuves les plus importants de l'Afrique. Il alimente pratiquement une grande partie de notre pays. En tout cas, avec les autorités que nous avons, même ici au niveau de la province, quand vous leur parlez de ça, c'est même des fois quand nous demandons les audiences pour plaider la cause, pour vous recevoir, c'est un problème. Mais si c'est l'entreprise, on la reçoit sans problème. Pourquoi? Parce que l'entreprise va donner quelque chose. Et alors, pour que le gouvernement puisse financer ou soutenir les actions que les différentes ONGD font sur place, c'est très, très, très difficile. Sous la pression des ONG, Glencore a finalement reconnu les fuites d'acide sulfurique. Mais elle a démenti tout impact sur les étangs alentours. Paradoxalement, l'entreprise a commencé à indemniser des victimes et à entamer la réhabilitation des bassins piscicoles. Le professeur Banza et son équipe ont démontré en 2008 des taux de cobalt très élevés dans le sang et les urines des creuseurs de Kolwezi. Leur article publié par le prestigieux groupe Nature a montré des modifications de l'ADN des enfants exposés aux poussières de minerais. Un indice de risque élevé de cancer pour l'avenir. Aujourd'hui, il effectue des tests sur une centaine de creuseurs dans les puits. Ils sont exposés à du radon, un gaz radioactif et cancérigène émis depuis l'uranium présent dans la roche. Manake hii makazi tunakuwa kufanya ni ya kusaidia population, ndio kusema mweye wakati mko natumika makazi hii mnatumika mko mapusiere. Sasa ile mapusiere iko naingia mu mapumo. Wakati inaingia mu mapumo inaleta kikozi, magonjwa kwa chana ya mapumo. Bon, hii ya nani ya pumo? Ya pumo maana yake ya pumo ni paka leo hii unajua ma resulta. Inachana na ya mikoyo na damu inapenza paka tuende Lubumbashi ndio kwa maana tuko na njika na nani na jina na matelefoni. Si on ne gère pas correctement la pollution telle que c'est fait actuellement, ça sera un problème. Ça sera un problème parce que les rivières sont pratiquement détruites. La plupart des rivières de la province du Grand Katanga, par exemple, du Grand Katanga, sont déjà affectées par la pollution. Et pas seulement ici au Katanga, nous avons vu ça au Kivu, c'est la même chose, et presque à travers tout le pays, là où il y a l'extraction des ressources minérales, il y a ce problème-là. Et donc, c'est réellement, si on ne fait pas attention, le pays risque d'être un scandale à la fois écologique et toxicologique. Surnommé le pays des 1000 lacs, la Finlande n'est pas seulement le réservoir à minerais de l'Europe. C'est aussi l'une de ses premières sources d'eau douce. Un patrimoine menacé pour les Finlandais qui s'inquiètent des effets de l'exploitation minière sur l'environnement. En effet, en 2012, 1000 hectares de rivières et de lacs ont été détruits par une fuite d'eau toxique provenant de la mine de Sotkamo, détenue alors par la société Talvivaara. Sous la pression populaire, l'État avait fermé la mine avant de relancer l'exploitation via la société Terrafame. 10 ans plus tard, des victimes de la catastrophe espèrent toujours être indemnisées. Miltä se vaikuttaa tuo järven tila? En tiedä tämä Kiltua mikä on. Niin. Kyllä tämä niin, toivottavasti ei ole yhtä kehnossa kunnossa kuin mitä oli Laakajärvi nyt. Niinkö? Sinne tuli piilevää taas joo. Muutaman vuoden jälkeen. 15 syksyllä oli tosi paha ja nyt rupesi koko ajan pahenemaan. Pakko oli verkot ottaa pois, kun ei kehtaa tyhjiä työtä tehdä. Ne kuitenkin kallaa tulee. Hyvin vähän nyt tuli Laakajärvestä. Niinkö? Niin, ei se saalli tippu semmoiseksi, että ei enää saanut kuluja pois. Ja niin kuin Laakajärvikin silloin
mainostivat Kainuun viimeinen erämaja. Niinpä, aina vaan. Ja kalalla kauhu hyvä maine. Niin. Ihan, se oli käytännössä niin kuin Laakajärvi oli mainoslause jo kalalla. Niinpä. Sitten kun se meni, että kukaan ei ottanut edes ilmankaan, niin silloin Kipsisakaalas vuoden jälkeen. Niin eikä siellä ollut niin kuin pyyntiäkään. Että kaipa ne nyt on suurin piirtein, kun siitä on nyt 3-4 vuotta tullut sitten taas kalastettua kovasti. Ja arveluttaa se aina myydä. Tukut on ostanut vuosikausia enää ammattilaisilta kallaa. Nyt sä oot joutunut vielä käräjöimäänkin sitten. No joo, en tiedä sitten, että joskus vissiin joulukuun alkupuolellakaan ne on nyt sitten Kainuun käräjäoikeudessa. Valmisteluistunto oli ja hallinto-oikeudessa on osa. Ja miltä se prosessi vaikuttaa? No en tiedä, pitkä on. Toivottavasti vain jaksaa elää, että maalin. Niin se on kyllä tosi ikävä. On joo, 10 vuotta vahingoista ja Niillä on semmoinen väsitystaistelu. No joo, se on aika kauhea. Siellä on konkurssipesällä, Terrafamella näillä rikoksista tuomituilla kaikilla kalliit 2-3-henkiset ajotiimit. Eikä? On. Everhetsit, HPP Partnersit, ihan näitä Suomen kalleimpia lakitoimistoja. Niin. Syyttelen, mutta kyllä tähän kohtalossa on vaikea tyytyä. No ymmärrän. Väärinhän se on, tosi väärin. Teitä kohtaan. Remo Tervonen a perdu son procès, malgré les rapports d'expertise fournis à la justice pour prouver les conséquences de la pollution sur sa source de revenus, les poissons du lac. Faute de moyens, lui et 8 autres victimes ne feront pas appel. Militant écologiste, Mika Floyd a enquêté sur la catastrophe de 2012. Révolté par la négligence des anciens propriétaires de la mine, il fait partie des activistes qui ont réclamé sa fermeture. We were concerned about the Terrafame. At that time it was called Talvivaara mine. We were concerned about its impact to the waters. And they stated that it's bioleaching and the most environmental friendly mine in the world. And they don't release any wastewater, etc. Those were the marketing lines to the local politicians and regional politicians and people, that why they should support this huge mine. The reason for Talvivaara bankruptcy, I guess, are many, and I think I'm not the right person to go that through in too deeply. But the basic setting, in a way, the ideas when they invested to the site have now proven to be the right ones. They did miss some very important elements like water treatment. So all the rainwater that is raining in this area and touches the ore or the rock needs to be collected and purified before it can be discharged back to the nature. And these kind of facilities they did not plan originally, unfortunately. So that must have been one of the reasons that they did find into the problems with water. And the first thing we did was that we built a central water treatment plant. This is a known best available technology, central water treatment plant, as well as then a discharge pipeline from the central water treatment plant all the way to the big water ways, and we started to purify the water so that we can, when it's raining heavily, it doesn't impact, it doesn't in a way disturb the production. We purify the water and release it. Bioleaching, which is a technology that they invested and built here, was not operating steadily during their time. So we have done a lot of further development to make it work in a stable manner, but the basic ideas are the same as they had. Mika Floyd se méfie du discours de l'industrie, tout comme Jari Natunen, géochimiste et président de l'association Mining Watch Finland. Ensemble, ils surveillent les abords de la mine exploitée par Terrafame.
se vahtoa, että siinä on niin kuin kalkkia siinä käytetty näiden metallien saostamiseen. Joo. Niin se vahtoo sen takia. Ja tässä oli iso vuoto. Aivan. Ja tässä on tämä sedimentti on saastunut ja vesi on huonolaatusta, että niin sedimentti on hyvä tästä saa. Siinä näkyy semmoinen musta kerros, että siinä on noita haitta-aineita. Vähän noita roskia pois. Että siinä nyt näkyy vähän kerroksia ja että todennäköisesti siinä veden mukana tulee. Eli tuolla ylhäällä oli putkirikko. Siellä on tämä sivukivialueen jätevesiallas, jossa on hyvin saastunutta vettä. Et sitten ne sanoo, että se on humusaineita, mutta tässä purossa niin siinä on aina nikkeli yli ympäristölaatunormin. Ja todennäköisesti kadmium on kanssa, että ne on moninkertaisia sitä, mitä saisi luontoon laskea. La présence de métaux lourds est confirmée par des analyses officielles connues de Terrafame. La société reconnaît qu'une fuite a bien eu lieu en 2020, pollution qu'elle dit avoir résolue. Quant aux concentrations relevées aujourd'hui par Jari Natunen, Terrafame estime qu'elles sont d'origine naturelle. Le biochimiste reste sceptique. Un tuyau de traitement d'eau peut toujours céder et des déchets miniers peuvent encore se répandre dans le sol. Eli tässä on tämä kaivoksen suurin ongelma. Eli tämä jätekivi ja sivukivi. Ja sivukivessä on 9% rikkiä. Ja se rikki reagoi veden ja ilman kanssa. Että jos meillä on tonni sitä sivukiveä, niin sitä kohden, kun se reagoi veden ja ilman kanssa, syntyy 300 kiloa väkevää rikkihappoa. Ja se jatkuu tuhansia vuosia niin kauan kuin sitä kiveä on siellä. Ja tässä kaivoksen kannattajat sanoo, että ei saa olla nimby, not in my backyard, ei mun takapihalle. Niin mä nyt haluaisin kysyä, että kuka haluaa takapihalleen 300 kiloa tämmöisen ongelmajätekaatopaikan, joka sitten tuhoaisi sitä ympäristöä ja saastuttaa sen, että se nyt on vaan laitonta ja sellaista ei saisi tehdä. Näinpä. Ja sitten jos me ajatellaan tätä sähköautoa, kobolttia ja nikkeliä, niin se tarkoittaa sitä, että täällä joka vuosi yhtä sähköauton akun nikkelimäärää kohden syntyy 50 tonnia tätä vaarallista jätettä. 50 tonnia yhtä sähköauton akun nikkelimäärää kohden. Ja haluaisiko se autonostaja tämän ongelmajätteen niin kuin sitten takapihalleen sen auton kanssa? Dans le sud-est de la Finlande, près du lac Saimaa, le plus grand lac du pays, 10 permis de prospection minière ont été délivrés en moins de 2 ans. Les habitants s'inquiètent pour l'avenir de leur région très touristique et de ses nombreuses zones naturelles classées Natura 2000. Ja sitten mitä tapahtuu järvelle, jolla on tämmöinen kohtalo? Niin, täällä ei pysty elämään enää mikään laji. Ja se kierto loppuu, koska kaikki painuu sinne pohjaan. Niin, aivan. Tänne on nyt nämä saostuneet ainekset niin laskeutunut tuonne pohjaan ja kirkastanut veden. Ja se, että miksi tekee joku paikka valkoisen, niin epäilen vaan, että se on joku myrkkyvaikutus sitten. Joo. Basically what happens with lakes, the toxic waste falls to the bottom, takes the pH down and stops the natural circulation of the lake. So in the spring and in the autumn, where the water changes, that dies. And when that dies, then the whole lake dies. Missa Mink est devenue activiste à la suite de l'extension de l'activité minière autour du lac Saimaa. Elle garde le souvenir d'une ancienne pollution liée à l'exploitation d'une mine de cobalt dans les années 90.
Une fuite d'eau toxique avait alors tué la vie de l'un des nombreux lacs de la région. I just don't believe that it's a solution that the Nordic countries, and especially Finland, then becomes the battery materials resource for the rest of EU, so that we can produce more electric cars and all of the widgets that we need to get rid of fossil fuels. So each mine destroys biodiversity. We have to face it. And then the other part is fresh water. So there needs to be much bigger thought put into this and a long-term strategy. You know, how are the humans going to survive on this planet? We are going to need fresh water. And Finland has more freshwater resources than probably any other country in Europe. Ei Suomessa ole yhtään suljetun kierron kaivosta. Jos se lähtökohta kaivoksille on se, että edes osa niistä myrkyistä lasketaan meidän vesistöihin, niin sitten voidaan miettiä, että miltä tämä maa näyttää 100 tai 200 vuoden päästä. Et nythän ennustetaan, että näiden akkumateriaalien kysynnän pitää 30-kertaistua vuoteen 2040 mennessä, jos me halutaan päästä Pariisin sopimuksen mukaisiin päästötavoitteisiin. Niin se on aika hurja luku. Et Suomessa on tällä hetkellä 9 metallimalmikaivosta, niin sitä voi ihan lyhyellä matikalla siitä laskea, että miltä se sitten näyttää vuonna 2040, jos meistä tulee Euroopan malmiaitta. EU haluaa vähentää riippuvuutta Kongosta tuodusta ja Kiinasta tuoduista materiaalivirroista, mikä on tietysti ihan oikein, koska toki siellä se tilanne on vielä pahempi varmasti niin kuin vastuullisuuden suhteen. Ja tämä oli se syy, miksi me pantiin vireille sitten kaivostoiminnalle rajat lakialoite. Suuri kiitos siitä. Ja viime yönä päästiin siihen 50 000 rajaan, eli tämä lakialoite tullaan käsittelemään eduskunnassa. Jee! Itke meidän järvi, itke meidän järvi, itke meidän itkettäessä, itke meidän itkettäessä. Luulet kuuksi vietäväksi, luulet kuuksi vietäväksi, päiväksi otettavaksi, päiväksi otettavaksi. Itke meidän järvi, itke meidän järvi, itke meidän itkettäessä, itke meidän itkettäessä. Kyllä kaivos It's in the interest of the planet for people to be driving electric vehicles. If you're going to get a car, well, I would say get a bike. But if you want to get a car, get an electric car rather than a diesel or petrol-powered one in the interest of the planet and future generations. That's fine, but if you do that, ask the car maker, what goes into your battery? What are you doing to make sure that the mining that pulls out the metals that goes into that battery, what are you doing to make sure that's not harmful, that that's not harming the people of the DRC or other countries where this mining takes place? Au Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a succédé à Kabila en 2018. Il a promis la renégociation des contrats miniers, mais le processus s'éternise et la population ne bénéficie toujours pas des richesses de son propre pays. En attendant, les minerais congolais et ceux du monde entier vont continuer à nourrir les centaines de millions de voitures électriques prévues sur nos routes. Mais partout sur la planète, des voix s'élèvent. Activistes, avocats, scientifiques enquêtent et s'organisent face à l'industrie minière. Le monde politique ne peut plus ignorer leurs paroles. Nous avons peur des révolutions.
avons peur de vos batteries. Lithium-ion. Batteries, 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 batteries. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, BMW, General, Motorola. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, BMW, General, Motorola. Chopé, allez deux, nous avons peur de vos révolutions.